Il pensait qu'il ne dirait rien. Un enfant noir de 8 ans, minuscule sur cette chaise trop grande pour lui, dans une salle d'audience glaciale et pleine d'adultes hautains. Mais ce qu'il allait dire allait renverser les codes, terrasser un juge et faire trembler un système entier. Il s'appelait Naïl, 8 ans à peine, mais un regard que même un adulte aurait eu du mal à soutenir. Cette matinée-là, il s'était levé dans un silence de plomb, entre les murs décrépits d'un appartement de fortune. Sa mère, Sahara, dormait sur un canapé recouvert d'un manteau troué. Plus de lit, plus de maison, juste des morceaux de courage pour tenir debout. Depuis que son père avait été enfermé à tort, Sahara faisait des ménages de nuit dans les tours de verre du centre-ville, parfois sans dormir 2 jours entiers. Tout ça pour que Neil puisse aller à une école correcte, loin des gangs, loin des dangers, mais jamais loin des regards, ceux qui pèsent, qui jugent, qui tranchent, sans jamais écouter. Naïl, lui, parlait peu, mais il observait tout. Il retenait les moindres détails, les horaires du métro, les lois de la Constitution, les discours de Baldwin, les plans de Newton. À 8 ans, il comprenait trop, et ça dérangeait. Un jour, son instituteur lui avait hurlé dessus, devant toute la classe. « Un gamin comme toi n'a pas à résoudre ce genre d'équation. » Il avait déchiré sa copie sous les rires gênés. Naïl n'avait pas pleuré. Il s'était contenté de fixer l'homme, puis de ne plus jamais rendre au sol devoir. Pas par révolte, par fatigue. Mais aujourd'hui, il allait devoir parler, parce que son oncle, Cassim, risquait la prison, parce qu'il était le seul témoin d'une injustice, parce qu'il avait vu ce que personne ne voulait entendre, un policier brutaliser une mère de famille et un homme, son oncle, s'interposer sans violence, avant d'être accusé de l'avoir frappé. Mais qui allait croire un enfant noir de 8 ans? Même l'avocat de la défense n'y croyait pas. « Un enfant, c'est instable, ça se trompe, ça oublie », avait dit l'avocat. Sarah, droite, avait répondu « Vous ne connaissez pas mon fils ». Le juge du jour, Walter Grimon, était connu. Pas pour sa justice, pour son mépris, pour ses décisions froides et pour ses mots, tranchants comme des lames, souvent racistes, toujours impunis. Lorsque Naïl entra dans la salle, tenant la main de sa mère, le silence était déjà là, un silence qui n'attendait rien de lui. Il s'assit, droite, main posée, pieds ne touchant pas le sol, mais le regard ancré, précis. Le juge leva les yeux, le jaugea et, d'une voix lasse, il demanda « Ton nom, gamin ?»« Naïl Jamra, monsieur. » Ce qui suivit allait figer le sang dans les veines de tous les présents. Le juge soupira, se pencha, et croyant son micro coupé, murmura d'un ton dédaigneux « Pourquoi on perd du temps avec ce genre d'enfant ? Qu'il retourne en Afrique. » Un craquement de micro, puis plus rien. Un vide. Une honte suspendue dans l'air. Personne n'osa bouger. L'avocat blêmit. Sahara serra les poings. Mais Naïl, lui, ne baissa pas les yeux. Il fixa calmement le juge et dit avec une voix claire, posée, presque douce. « Je n'ai jamais été en Afrique, monsieur. Mais j'ai lu Mandela, et lui disait que ce genre de phrase ne vient pas d'un homme fort, mais d'un homme qui a peur. » Silence. Absolu. Le genre de silence qui ne vient que quand le monde comprend qu'il vient de se faire corriger par un enfant. Et ce n'était que le début. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le juge Grimon resta figé. Face à lui, un enfant venait de démonter des années d'arrogance avec une phrase. Pas un cri, pas une insulte, juste une vérité nue. Et c'était insupportable. Mais Naïl ne s'arrêta pas là. Il reprit calmement, comme s'il récitait une leçon. Le 12 février, avenue Roosevelt, mon oncle Cassim était à 2 mètres d'un policier. Il n'a jamais levé la main. J'ai tout filmé. C'est dans le cloud. Mot de passe, Douglas 183. Le procureur haussa les sourcils.
L'avocat se retourna interloqué. Une vidéo? Une preuve? Venait-il vraiment de sortir ça juste comme ça? En quelques secondes, un écran s'alluma. La salle entière se pencha, et là, la vérité éclata. Un agent des forces de l'ordre brutalisant une femme avec une poussette, Kassim tendant les bras, et l'agent, trébuchant, seul, aucun contact, aucune violence. L'enfant avait dit vrai, à chaque mot. Un murmure monta dans la salle. Le juge ne parlait plus. Il ne pouvait plus. L'avocat de Naïl, jusque-là sceptique, se tourna vers lui. Ce regard, c'était celui qu'on réserve aux anomalies, aux miracles ou aux menaces. Mais Naïl ne souriait pas. Il restait là, carnet noir sur les genoux, notant des symboles, des mots, des équations que personne ne comprenait. Comme si tout ce chaos autour n'était qu'un bruit de fond. Et c'est là qu'elle le vit. Marla Disson, la juge assistante, une femme connue pour son intégrité. Elle observa longtemps. Ce n'était pas de l'attitude, pas un enfant bien dressé. C'était un esprit en éveil, une lucidité à faire froid dans le dos, un calme qui ne venait pas de l'éducation, mais de la conscience. Ce soir-là, Sarah lui demanda doucement « Où as-tu appris à parler comme ça ?» Naïl baissa les yeux vers ses chaussures trouées. « J'écoute. Les gens. L'histoire. Les silences. » Le lendemain, tout explosa. Les extraits de son témoignage faisaient le tour du pays. On parlait d'un petit génie, d'un miracle, d'un phénomène. Certains criaient à la manipulation, d'autres à l'espoir. Un journaliste proposa un test de QI. Sarah hésita, puis céda. 3 heures prévues. Il termina en 1, aucune erreur. Résultat, hors échelle. Trop élevé pour être classé, incompréhensible pour les experts. Des écoles privées, des labos, même une fondation de recherche cognitive de Bospan, tout le monde voulait l'avoir. L'étudier, le recruter, le façonner. Mais Naïl ne refusait. Il retournait à son école publique, là où on le traitait d'extraterrestre, là où les professeurs soupiraient quand il levait la main, là où il dérangeait, simplement parce qu'il comprenait trop vite. Un jour, la directrice convoqua Sarah avec un air inquiet. Elle tenait dans sa main le carnet noir de son fils. « Ce cahier contient des choses que nos enseignants n'arrivent même pas à lire. Il trace des formules que personne ici ne sait expliquer. » Sarah fixa la femme et dit calmement « Peut-être que c'est la première fois que vous ne comprenez pas un enfant noir, et que ça vous fait peur. » Pendant ce temps, le procès reprenait. La vidéo, le témoignage, tout devenait béton. Mais le juge Grimond, lui, perdait pied. Ce n'était pas seulement la honte de s'être fait prendre, c'était la peur de ce que représentait cet enfant. Car Naïl parlait droit, citait des arrêts de la Cour suprême, discutait avec les avocats des limites du recours à la force, comme s'il lisait dans les lois ce que les juristes n'osaient plus regarder. Et ce fut là que tout bascula. Le 3e jour du procès, la vérité changea de visage. Un nouvel élément surgit. Un détail infime, mais entre les mains de Naïl, il devint la pièce maîtresse. Alors que les avocats débattaient, il écoutait, comme toujours. Mais cette fois, il fit un lien que personne d'autre n'avait vu. Il griffonna quelques mots sur un papier, le tendit à son avocat. L'homme lut, fronça les sourcils, se figea, puis bondit de sa chaise. « Votre honneur, nous demandons une vérification immédiate des caméras urbaines, angle nord-est. » Quelques heures plus tard, une 2e vidéo fut extraite. Un autre angle, une autre vérité. On y voyait l'intégralité de la scène, l'agression du policier et l'innocence totale de Kassim. Chaque mot de Naïl était confirmé. Le juge Grimond n'avait plus d'issue. Il se racla la gorge, ordonna à contre-cœur « L'accusé est déclaré non coupable. » Des larmes roulèrent sur les joues de Sarah. Kassim serra son neveu dans ses bras, mais tous les regards se tournèrent vers lui. Pas pour l'applaudir, pour le comprendre ou le craindre. Et Naïl, lui, ne disait rien. Il observait. Son silence était plus puissant que tous les discours. Mais à l'extérieur, le vrai combat commençait. Les médias s'enflammaient.
Certains voulaient faire de Naïl un symbole, d'autres une menace. Un instituteur osa murmurer « Un cerveau comme ça, c'est pour un labo, pas pour une école publique ». Sarah, elle, refusait les invitations, les interviews, les contrats en or. Elle voulait le protéger. Mais Naïl savait, il sentait, le monde ne le laisserait pas tranquille. Un soir, alors qu'il rentrait d'un rendez-vous médical imposé, 2 hommes les attendaient devant leur immeuble. Costume sobre, visage lisse. L'un d'eux dit « Nous représentons une division fédérale. Ce garçon a un potentiel vital pour la nation. » Puis, se tournant vers Naïl, « Tu pourrais aider notre pays, changer l'avenir, travailler avec nos équipes. » Naïl répondit calmement, sans détour. « J'ai 8 ans. Justement, tu n'es pas un enfant ordinaire. Et vous, vous êtes qui pour décider de ce que je dois devenir ?» Les 2 hommes restèrent figés. Sarah arriva, referma la porte, regard noir, main tremblante. Le lendemain, la machine s'emballa. Un journal à sensation lâcha une bombe. Naïl Djamra, manipulation, QI truqué, le FBI enquête. C'était faux. Mais le doute est une arme, et dans une société qui craint ce qu'elle ne comprend pas, ce doute, c'était un poison. On ouvrit une enquête. Le directeur de son école reçut une injonction. On confisqua son carnet. On interrogeait ses profs, sa mère, son entourage. Mais à chaque étape, la vérité résistait. Oui, Naïl avait un esprit hors norme. Oui, il comprenait ce que même les adultes ne suivaient pas. Et non, ce n'était pas de la chance, ni un trucage. Alors le système changea de stratégie. Il ne voulait plus le nier, il voulait le contenir. Le juge Grimon tenta de disparaître. Mais le monde, cette fois, ne voulait plus se taire. Des journalistes fouillèrent son passé. Ils trouvèrent des jugements douteux, des propos déplacés, des motifs répétés, trop répétés. Une pétition fut lancée, puis un procès disciplinaire. Et dans un retournement saisissant, le nom convoqué comme expert du langage judiciaire fut celui de Naïl. Ce n'était plus un simple témoin, c'était une voix, un regard, un miroir. Un professeur de droit qui suivait le garçon depuis le procès de Kassim lui apporta 15 ans d'archives judiciaires du juge Grimon. Naïl étudia. 3 heures plus tard, il tendit un schéma, une carte complexe, l'empreinte mathématique d'un biais, une démonstration implacable de discrimination. Les experts validèrent. Le juge Grimon fut suspendu. Mais Naïl, lui, resta silencieux. Et ce silence, cette fois, était un cri. Un mois plus tard, à Washington, lors d'un forum éducatif international, une place fut laissée vide dans le programme principal. Rumeur d'un intervenant surprise. Quand Naïl monta sur scène, certains ricanèrent, d'autres sortirent leur téléphone. Mais à sa première phrase, le silence tomba. Brutal, tranchant. « J'ai 8 ans. Et je suis fatigué. Fatigué de devoir prouver que j'ai le droit d'exister, dans un monde qui m'a déjà jugé sans m'avoir écouté. » Il ne récitait pas, il ne criait pas. Il exposait, calme, lucide, tranchant. Il parlait de l'école, de la peau, du génie qu'on refuse de voir, des enfants qu'on enterre vivants sous les préjugés. Des silences qui tuent plus que les coups. Et il terminait sur cette phrase. « Si vous continuez à voir les enfants comme des problèmes, ils finiront par croire que leur silence est leur seul refuge. Et vous ne saurez jamais ce que vous avez détruit. » La salle se leva. Certains pleuraient. Naïl descendit, rejoignit sa mère, refusa toutes les interviews. Ce soir-là, une lettre manuscrite arriva chez eux. Anonyme. Simple. « Ce que tu es ne peut pas être classé. Ne les laisse jamais t'enfermer. Tu n'es pas un prodige, tu es un rappel. Le rappel de ce que l'humanité a oublié. Écoutez. » Sahara regarda son fils dormir, et pour la première fois depuis des années, elle n'eut plus peur. Pas parce qu'il était un génie, mais parce qu'il restait un enfant. Et qu'un enfant, parfois, peut réveiller le monde entier. Il n'avait que 8 ans. Mais ce jour-là, dans une salle d'audience glaciale, Naïl a brisé un mur invisible. Pas celui de la loi, mais celui du mépris silencieux, des jugements hâtifs.
des barrières dressées contre ceux qu'on ne veut pas entendre. Ce qu'il a dit a retourné un procès. Ce qu'il a montré a mis un juge à genoux. Mais ce qu'il incarne, personne n'a encore su le définir. Il est trop jeune pour un tribunal, trop brillant pour un programme scolaire, trop libre pour être contrôlé. Alors, on a tenté de le faire taire, de douter de lui, de le récupérer. Mais Naïl n'a pas crié. Il n'a pas flanché. Il a fait pire. Il a continué à parler. Avec calme, avec vérité, avec cette lucidité que seuls les enfants libres possèdent encore. Et quand il est monté sur scène, ce n'était pas pour briller. C'était pour rappeler au monde ce qu'il refuse trop souvent de voir. L'intelligence ne porte pas toujours de costume. Parfois, elle porte des baskets usées. Elle vit dans des quartiers oubliés. Elle a la voix douce, mais elle peut faire trembler les murs. Naïl n'est pas un prodige. Il est un rappel que même un enfant, lorsqu'il dit la vérité, peut obliger l'univers entier à écouter.